Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons crime. Aujourd'hui, je vous parle de deux personnes là, qui se sont retrouvées dans le top 10 des fugitifs les plus recherchés du FBI. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Donc, vers 22h30 le 12 avril 2015, il y a des clients qui se dirigent à un Dunkin' Donuts situé à Arundel Mills Boulevard à Hanover, au Maryland. Les clients ils commencent à s'inquiéter lorsqu'ils se rendent compte qu'aucun employé n'est présent ce soir-là. Donc, il y a un des clients qui sort du restaurant puis qui aperçoit un policier stationné à quelques coins de rue. Il va alors se diriger vers le policier puis il lui explique la situation. Le policier décide alors d'entrer pour fouiller les lieux. Puis en entrant à l'arrière du restaurant, il va découvrir le corps d'une jeune femme inerte qui avait été poignardée là, avec une extrême violence. Donc on se demande qui est la jeune femme retrouvée. C'est une jeune femme qui se prénomme Palak Arvindbhai Patel. Elle est née le 31 mai 1993 à Ahmedabad, en Inde. Désolée si je dis mal un peu les mots, c'est un peu difficile à prononcer. Elle est décrite comme étant une femme attentionnée, bienveillante, qui consacre sa vie au service des autres. Et elle aime les enfants, puis elle rêve de devenir enseignante. C'est une travailleuse acharnée, puis elle a appris la responsabilité de prendre soin de sa famille et de survenir à leurs besoins là, assez jeune. Puis le 25 novembre 2013, Palak, qui est maintenant âgé de 20 ans, doit se marier avec un certain Badresh Kumar lors d'un mariage là, arrangé par leurs parents. Badresh Kamar, pour sa part, est né le 15 mai 1990 à Warangham, en Inde. Puis, c'est ça, il épouse Palak Patel lorsqu'il a 23 ans. Donc, après son mariage avec Badresh, elle va aller s'installer aux États-Unis dans sa belle famille avec son mari. Les parents de Palak vont dire plus tard que lors d'un interrogatoire qu'ils n'étaient pas au courant du tout qu'elle et son mari prévoyaient partir aux États-Unis. Ils l'ont seulement su là, quelques jours avant leur départ, lorsque Palak leur a annoncé qu'elle avait obtenu son visa américain. Donc, en septembre 2014, Palak et son mari s'installent aux États-Unis chez les parents à Badresh, avec l'espoir de commencer une nouvelle vie tout en envoyant une partie là, de leurs revenus à sa famille en Inde. Le couple va commencer à travailler au Dunkin' Donuts, qui appartient à un des membres éloignés de la famille de Badresh. Ils vont travailler sur le même corps de 12 heures de nuit, puis ils vont alterner là, les journées. En mars 2015, les parents de Palak vont lui rendre visite aux États-Unis. Les parents vont dire qu'il n'y avait rien d'inhabituel, sauf le fait que Palak ne pouvait pas être seule en leur présence. Son mari devait toujours être présent. J'ai fait un peu de recherche là, concernant les relations de couple et les conditions de vie des femmes en Inde, donc je vais vous en parler un petit peu plus. Là. En Inde, c'est les parents pour la majorité du temps qui décident avec qui son enfant va se marier. Chaque dimanche, il y a 2 pages du journal Time of India qui sont remplies d'annonces de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui sont à la recherche de leur mari, épouse. Puis pour la plupart du temps, les annonces sont remplies par leurs parents. Les annonces sont souvent classées par critères, par exemple religion, profession, etc. Un mariage indien va durer en général 3 jours, puis on y accueille là, un nombre incalculable d'invités. En règle générale, après le mariage, c'est la femme qui déménage dans la famille de son mari, puis va y vivre avec son mari. En Inde, il est acquis que l'amour, c'est quelque chose qui se développe après le mariage, puisque tu peux plus là, rien cacher à ton partenaire. Il y a une enquête qui a été menée par la fondation Rutter, datant de 2018, qui a pu établir que l'Inde est l'endroit le plus dangereux au monde pour les femmes. Les femmes sont parfois victimes de vitriolage. Le vitriolage, c'est une forme de violence qui a pour but de verser de l'acide sur le corps de la femme pour qu'elle en tire une leçon si elle a fait, selon les hommes, quelque chose de mal. Il y a un article publié par International Journal of Criminology and Sociological Theory qui montre qu'en 2007, il y a eu 20 737 cas de signalés de viol, 8 093 cas de décès d'eau. J'y reviens, je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi. Puis 10 950 cas de harcèlement sexuel là, signalés seulement. Donc, l'ado, c'est un versement d'argent ou de biens par la famille de la femme pour le mari avant le mariage. Donc, la mort par dos, en fait, c'est que la mariée soit assassinée par sa belle famille ou bien poussée au suicide par cause d'harcèlement continu ou par torture.
La mort la plus courante causée par les dos, c'est le bride burning, qui consiste à immoler la mariée par le feu. En 1961, il y a une loi qui interdit la demande de dos. Cependant, malgré l'interdiction, c'est une pratique qui demeure plus que courante. Donc, entre 2017 et 2022, il y a 35 093 femmes qui sont décédées suite à des conflits de dos. Ce problème cause 1,4% de décès par année pour 100 000 femmes en Inde. Il y a un rapport des Nations Unies, UN Population Fund, qui a affirmé qu'il y a jusqu'à 70% des femmes mariées âgées entre 13 et 49 ans en Inde sont battues et victimes de violences sexuelles sous la contrainte. Malgré l'interdiction du mariage des mineurs en 1860, ça reste une pratique là, très populaire en Inde jusqu'à environ 2001. Donc, on retourne là, à la découverte du corps de Palak le 12 avril 2015. Les policiers se questionnent à savoir si Bhadresh aurait été kidnappé ou bien si lui aussi a été tué mais déplacé. Mais que les policiers regardent les caméras de surveillance à exactement 21h32, on peut y voir Bhadresh au téléphone à la main et Palak qui se dirige à l'arrière du restaurant. Donc, les deux s'en vont en arrière. Puis à 21h33, une minute plus tard, on voit Bhadresh sortir de l'arrière du restaurant, mais sans Palak. Il va éteindre un four et il va fuir la scène. Je vous mets la vidéo, le CCTV, dès maintenant. Donc, les policiers continuent à regarder les caméras de surveillance, puis ils tombent sur la caméra de la pièce où Palak et son mari se trouvent. Puis, dans la vidéo, ils peuvent apercevoir Bhadresh en train de poignarder Palak avec un énorme couteau de cuisine à plusieurs reprises. Le meurtre aura duré seulement une minute. La vidéo bien évidemment pas été rendue publique due à la violence, là. Il y a des clients qui se trouvaient dans le restaurant au moment du meurtre, mais ils ont rien entendu puis ils ignoraient complètement ce qui se passait à l'arrière. Les policiers ont aussi pu affirmer que Palak ne se doutait aucunement de ce qui l'attendait parce qu'elle avait aucune marque de défense là, sur elle. Donc, après le meurtre, Bhadresh s'est enfui par la porte arrière du Dunkin' Donut. Il est retourné en vitesse à son appartement. Il s'est changé. Il a récupéré ses effets personnels, puis il a rapidement pris un taxi pour aller à Newark, dans le New Jersey. Plus précisément, là, dans un hôtel très, très près de l'aéroport international Newark Liberty. Le chauffeur de taxi, il a été interrogé par la police, puis il a dit que Bhadresh, là, il semblait très calme lors du trajet en voiture. Le 13 avril 2015, on aperçoit Bhadresh sur les caméras de surveillance de l'hôtel. Je vous mets la vidéo à l'instant. And then around 10 a.m. that morning, he checks out of the hotel, gets in the hotel shuttle, where the driver says that he drove him to Newark Penn Station. At that point, we lose track of where he goes. Puis, selon les policiers, le FBI, la dernière fois que Bhadresh aurait été aperçu, c'est le 13 avril 2015 à 10h du matin à la gare de Newark. La police comprend alors que Bhadresh risque de s'enfuir à l'étranger. Ils vont alors demander l'aide du FBI. Le FBI va alors immédiatement faire un mandat d'arrêt fédéral pour la fuite illégale de Bhadresh. Par la suite, Bhadresh il va être inculpé de meurtre au premier et deuxième degré de Palak, voie de fait au premier et deuxième degré, forme d'arme dangereuse avec l'intention de blesser, puis fuite illégale pour échapper aux poursuites. Lors de l'enquête, les policiers et le FBI ont parlé avec la famille de Palak, qui les ont informés que la soirée du meurtre, elle venait tout juste d'appeler ses parents pour lui annoncer qu'elle avait le mal du pays puis qu'elle souhaitait vraiment retourner en Inde voir sa famille. Donc, selon la police et le FBI, Palak et son mari ont dû se disputer sur le sujet du retour en Inde. Bhadresh, qui ne voulait pas retourner au pays, aurait alors agi de manière brutale là, en poignardant à plusieurs reprises. L'agent spécial Jonathan Schaffer a noté que ce qui est courant dans les affaires de ce type-là, c'est que l'agresseur exprime souvent des remords immédiatement après. Mais dans le cas de Bhadresh, il n'en a pas exprimé du tout, puis il a immédiatement élaboré là, son plan pour s'échapper. Bhadresh a été ajouté sur la liste FBI Top 10 Wanted fugitifs en 2017. La récompense à ce moment-là était de 100 000 Bhadresh pourrait avoir des connexions au Canada, en Inde et aux États-Unis, plus précisément là, au New Jersey, au Kentucky, en Géorgie et dans l'Illinois.
En 2025, donc 10 ans plus tard, la récompense s'élève maintenant à 250 000 et ça fait donc 10 ans que Badresh là, est en fuite puis qu'on l'a jamais retrouvé. Le FBI a reçu de nombreuses informations de la communauté, puis chaque piste qu'ils ont reçue ont fait l'objet d'enquêtes. La police ignore toujours si Badresh aurait quitté le pays, mais ils disent que tant qu'il va être en liberté, il n'y a aucun partenaire intime impliqué dans la vie de ce dégénéré maléfique qui va être en sécurité. Badresh Kumar, il est maintenant âgé de 35 ans. Il a les cheveux et les yeux bruns, puis il mesure 5 pieds 9 et pèse environ 165 livres. Donc, pour la deuxième histoire, je vais vous parler de Trucan Sandy Lily. Pour l'histoire, je vais l'appeler Sandy. C'est son pronom que tout le monde l'appelait comme ça. Donc, le 10 août 2016, la police reçoit un appel de la famille qui leur informe que leur fille Sandy, 23 ans, avait disparu. La famille va expliquer que la veille, le 9 août 2016, vers environ 20h45, leur fille les a prévenus qu'elle allait faire des commissions là, au magasin du coin et qu'elle allait revenir par la suite. N'ayant aucune nouvelle d'elle depuis environ 12 heures, là, c'est sûr qu'elle a 23 ans, donc si elle veut découcher, elle a tout à fait le droit. Mais après environ 12 heures, ce qui est très inhabituel pour Sandy de ne pas donner de nouvelles de ses déplacements à sa famille, ils ont décidé de contacter la police. Les policiers vont donc commencer par fouiller les effets personnels de Sandy pour avoir un peu plus d'informations. En fouillant son iPad, la police va découvrir qu'un certain Alejandro González Castillo, 17 ans, lui aurait emprunté environ 1000 $. Le 9 août 2016, il aurait proposé à Sandy de venir le rencontrer pour qu'il puisse lui rembourser son 1000 $. En regardant les comptes bancaires de Sandy, les policiers vont s'apercevoir que sa carte avait été utilisée pour retirer un autre 1000 $ de son compte. Les images de surveillance ont pu confirmer qu'elle avait par elle-même retiré ce fameux 1000 $. Durant les investigations, les policiers vont recevoir deux autres signalements de disparition. Un le 11 août pour Alejandro Rosales Castillo et puis un le 12 août pour sa copine Amia Fester, 19 ans. Donc, Sandy et Alejandro étaient collègues de travail là, chez Snowmay, un restaurant à Charlotte, en Caroline du Nord. Le couple était ensemble depuis un certain temps, mais leur relation s'était terminée là, en avril 2016 quand Sandy avait décidé de quitter son emploi, donc de quitter Alejandro en même temps pour se concentrer sur ses études. Sandy, elle avait par elle-même immigré du Vietnam, puis c'était une étudiante là, en soins infirmiers au Queen's College. Donc, le 9 août 2016, Alejandro il a envoyé un texto à Sandy pour lui dire qu'il souhaitait là, lui rembourser l'argent qu'elle lui avait prêté. Donc, Sandy, elle accepte de le rencontrer dans un quick trip situé à Eastway Drive à Charlotte. La copine actuelle de Alejandro, prénommée Amia, est venue le chercher cet après-midi-là. Puis c'est elle qui l'a amené là, au volant de sa Dodge Caliber rouge au Quick Trip. Sandy, elle a été vue vivante pour la dernière fois au Quick Trip, où elle avait accepté de rencontrer Alejandro. On pense qu'au lieu de la rembourser, il aurait forcé Sandy à retirer tout l'argent de son compte bancaire, probablement avec une arme à feu. Le 14 août, Amia et Alejandro ils auraient appelé leur famille pour leur dire qu'ils étaient sains et saufs, mais ils restaient vagues là, en disant où ils se le trouvaient pour pas qu'on les repère. Puis c'est quelques jours plus tard, le 17 août 2016, que le corps de Sandy a malheureusement été retrouvé dans une zone boisée du comté de Cabarrus. Elle avait reçu là, une balle dans la tête. Alejandro et Amia ils ont ensuite pris la fuite dans la Toyota Corolla 4 portes noires de 2003 de Sandy. La voiture de Amia, la Dodge Caliber, elle a été retrouvée abandonnée le 13 août dans le bloc 11 000 de Dullin Creek Boulevard à Charlotte. Alejandro étant la dernière personne à avoir vu Sandy en vie, la police a pensé que lui et sa copine cachaient sûrement quelque chose. Le FBI a été contacté par les autorités locales qui ont également déployé leurs ressources pour trouver une solution. On soupçonnait que Alejandro et Amia se soient rendus à Aguascalientes, au Mexique, je ne sais pas si je le prononce bien, désolé, où résidait le père d'Amia. Des images ont confirmé qu'ils avaient bien traversé la frontière mexicaine le 16 août 2016. Là, je vais vous mettre les images à l'instant.
Mais là, le 20 octobre 2016, Amia Fester a contacté sa mère qui a coopéré avec les autorités américaines puis qui a organisé sa prise en charge à l'aéroport, puis elle s'est finalement rendue aux autorités Aguascalientes. Elle a affirmé vivre avec la famille d'Alejandro Castillo depuis environ 2 mois. Cependant, en début octobre 2016, Alejandro a apparemment abandonné là, chez sa famille dans un endroit où elle ne parlait même pas couramment la langue locale. Donc, il l'a juste abandonné là, puis il est parti. Elle a révélé avoir déposé Alejandro le soir du 9 août 2016 pour qu'il puisse seulement voler Sandy. C'était pas prévu qu'il tue Sandy, selon elle. Elle a également expliqué qu'elle et Alejandro avaient déjà fait leur bailliage d'avance pour fuir au Mexique. Donc, suite à ces agissements, la police a inculpé Amia de complicité de meurtre après les faits et de possession d'un véhicule volé. Elle a été placée en garde à vue et a passé 2 semaines dans la prison du comté de Harris en attendant son extradition. Elle a finalement été extradée vers les États-Unis le 22 octobre 2016, puis elle a officiellement été arrêtée à Houston, au Texas. Sa caution, qui a été fixée à 125 000 elle a été versée. Donc, ça l'a conduit à sa libération le 18 janvier 2017. Quant à Alejandro, il a été inculpé pour une première fois de meurtre au premier degré le 2 novembre 2016, puis une deuxième accusation a été portée contre lui le 10 février 2017 pour tentative d'évasion. Il y a personne qui l'a revu depuis la dernière fois qu'Amia l'a aperçu à Aguascalientes. Les autorités y pensent qu'il y a de bonnes relations au Mexique, ce qui lui a permis d'échapper à la capture. Âgé d'environ 25 ans, il se trouverait probablement à Oscualiente, Guanajuato et Veracruz. C'est tout là dans des places au Mexique. De plus, les liens d'Alejandro avec Phoenix en Arizona ont conduit les autorités à penser que cette ville pourrait également être son lieu de résidence. Charlotte n'a jamais été exclue, bien évidemment, là, puisqu'il s'agissait de sa dernière résidence connue dans le pays. Il y a une troisième personne qui a été inculpée pour son implication dans le meurtre de Sandy. Felipe Huloa, 18 ans, il a été inculpé de complicité de meurtre après les faits. Lors de l'enquête, les enquêteurs ils l'ont identifié comme suspect dans cette affaire puis ont obtenu là, un mandat d'arrêt à son encontre. Les enquêteurs de l'équipe d'arrestation de criminels violents, ils l'ont arrêté sans incident. Là, il a coopéré, tout a bien été. Alejandro Castillo, il a été ajouté à la liste de FBI 10 Most Wanted Fugitives le 24 octobre 2017. Il y a un montant de 100 000 qui a été offert pour quelconque information menant là, à son arrestation. En 2025, le montant de la récompense s'élève désormais à 250 000 Alejandro Castillo, il aurait entre 26 et 27 ans aujourd'hui. Il pèse entre 180 et 190 livres. Il est hispanique. Il parle l'anglais et l'espagnol. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns, puis il mesure là, environ 5 pieds 6. Donc, c'est ça pour mes histoires d'aujourd'hui. On n'a pas de fin plaisante. Là. Ils n'ont pas eu de justice ni quoi que ce soit. On espère vraiment qu'ils vont être retrouvés. Ça fait plus d'une dizaine d'années que les deux meurtriers courent puis qui ont jamais été retrouvés. J'espère vraiment qu'un jour ça va aboutir à quelque chose pour les victimes parce qu'ils méritent cette fin-là. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je voulais juste vous avertir que la semaine prochaine, je vais être en vacances. Donc, il y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Je vais en tourner une durant mes vacances là, qui va être assez longue. J'ai beaucoup de détails sur cette vidéo-là. C'est ma vidéo qui s'était supprimée. Mon texte qui s'était supprimé, excusez. Donc, j'ai réussi à tout le réécrire. J'ai pris le temps. Puis, j'espère que vous allez aimer cette histoire. Puis, on se revoit là dans environ une semaine. Merci, bye bye.